Le secrétaire général et président Tholum préside la première réunion des principaux dirigeants du pays depuis son élection au poste de leader du PCV. Les procédures plus simples et les infrastructures plus synchrones contribuent à la forte croissance des flux de capitaux d'IDE au Vietnam. Une fois reconnu patrimoine culturel immatériel national, d'art d'aromatisation du thé au lotus du lac de l'Ouest à Hanoï sera mieux préservé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mardi à Hanoï, le secrétaire général et président Tholum a présidé une réunion des principaux dirigeants du pays. Les dirigeants ont procédé à une évaluation du travail accompli en juillet et discuté des priorités pour le mois d'août. Le secrétaire général et président Tholum a exhorté les participants à se concentrer sur la préparation du 10e plénum du comité central du parti. Sur le plan socio-économique, il a insisté sur la nécessité de lever les obstacles aux affaires économiques et à la production. Il s'agit de la première réunion des dirigeants du pays placée sous les auspices du président Tholum depuis son élection au poste de leader du PCV. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a reçu aujourd'hui à Hanoï l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdevko. Le chef de l'organe législatif a déclaré que le développement des relations avec la Russie était une politique cohérente, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du parti, de l'État et du peuple vietnamien. Trần Thanh Mẫn a proposé de renforcer la coopération parlementaire et les groupes parlementaires amicaux des deux pays. De son côté, l'ambassadeur de Russie a affirmé continuer à déployer des efforts pour contribuer à l'approfondissement du partenariat stratégique intégral, notamment dans l'économie, la défense et la sécurité, l'éducation et la formation, les sciences, technologies, le tourisme et les échanges entre les peuples. En visite de travail au Vietnam, le ministre japonais de la Défense Kihira Minoru a eu ce matin un entretien avec son homologue vietnamien Phan Van Giang. Les deux ministres ont plaidé en faveur du renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Ces derniers temps, la coopération de défense entre le Vietnam et le Japon s'est étendue et approfondie, devenant l'un des piliers importants des relations bilatérales, notamment dans le règlement des conséquences de la guerre, la formation, la médecine militaire, le secours et le sauvetage, le maintien de la paix des Nations Unies. Les deux parties ont pleinement maintenu le dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel et ont consulté les officiers d'état-major de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air. À la fin de leur entretien, les deux ministres ont échangé une lettre d'entente et un procès verbal sur le transfert par le Japon de 2 véhicules polyvalents de transport de matériel au service des opérations de sauvetage. Au cours des 7 premiers mois de l'année, le Vietnam n'a cessé de s'affirmer comme une destination attrayante pour les investisseurs étrangers. En conséquence, le montant du capital nouvellement enregistré et le capital décaissé ont augmenté respectivement de 10,9% et de 8,4%. Le pays a notamment attiré de nombreux projets de grande échelle et de haute qualité dans les domaines de la transformation et de la fabrication industrielle. Avec un investissement de 90 millions de dollars, cette usine sera le centre de production du groupe américain Pepsi au Vietnam, fournissant 20 000 produits par an. Notre production est destinée au marché vietnamien, mais également pour exporter vers les pays d'Asie du Sud-Est et de la région d'Asie-Pacifique, y compris des marchés exigeants tels que l'Australie et le Japon. Dans les 10 prochaines années, la capacité sera doublée. Les parcs industriels et les usines préconstruites sont des segments très demandés par les entreprises européennes et américaines.
Dans la province de Hanam, tous les 10 parcs industriels ont connu un taux d'occupation de plus de 90%. Nous nous concentrons à accélérer les investissements dans les infrastructures de transport, en particulier les infrastructures reliant le parc industriel de Hanam à la route nationale numéro 1 et au chemin de fer national. Ainsi, les investisseurs peuvent réduire les coûts de production et améliorer la compétitivité de leurs produits. Les infrastructures synchrones contribuent de façon importante à l'attrait des flux d'idéaux. Au cours des 7 premiers mois de l'année, les projets d'investissement étrangers au Vietnam ont augmenté tant en termes de volume que de capital enregistré. Nous continuons d'apprécier les objectifs du Vietnam d'attirer des IDE à moyen et à long terme. La bonne reprise du secteur de la production industrielle est le signe d'une nouvelle vague d'investissement dans le temps à venir. Nous comptons sur les perspectives de développement durable du Vietnam avec l'objectif net émission d'ici 2050. Il est important pour le Vietnam d'attirer des projets technologiques et d'absorber les nouvelles technologies pour les entreprises nationales. Le Vietnam bénéficie de conditions favorables grâce au programme de financement des pays du G7, dont l'UE, pour promouvoir une économie durable. Toujours selon l'Eurocham, les accords de libre-échange déjà en vigueur apportent de grands avantages au Vietnam, tant en termes d'attrait d'idéaux que d'exportation. Le Vietnam devra continuer à améliorer les procédures administratives et les infrastructures pour faire valoir davantage les ressources internes et externes. La loi foncière, la loi sur le logement et la loi sur les affaires immobilières sont entrées en vigueur le 1er août, soit 5 mois plus tôt que prévu. Ce cadre juridique plus strict renforce la confiance du public dans la transparence du marché. De plus, les récentes mesures visant à faciliter les prêts immobiliers devraient stimuler le marché. Thái a décidé d'acheter un appartement d'une valeur de plus de 3 milliards de dong. Auparavant, les taux d'intérêt des prêts immobiliers étaient en moyenne de 8 à 9% par an. Sa famille devait payer des intérêts de 12 à 14 millions de dong par mois. Désormais, avec un taux d'intérêt préférentiel de 5% par an, le paiement mensuel des intérêts a été réduit de près de moitié. En général, je suis très satisfaite de la récente bonification des taux d'intérêt car elle est adaptée aux revenus de ma famille. En moyenne, pour 10 acheteurs d'appartements aujourd'hui, 5 à 6 personnes ont besoin d'un prêt bancaire. Ce prêt représente 50 à 70% de la valeur de l'appartement. Selon les données de la Banque d'État, l'encours de la dette dans le secteur immobilier a dépassé pour la première fois 119 millions de dollars, établissant un nouveau record. Nous avons considérablement réduit les taux d'intérêt sur tous les produits de prêts personnels. Ainsi, les taux d'intérêt sur les nouveaux prêts ont baissé de près de 1,5% depuis fin décembre 2023 et les taux d'intérêt moyens sur les encours des prêts personnels ont baissé de plus de 1%. Outre la réduction des taux d'intérêt et l'allongement des périodes d'incitation, les prix des logements sont un facteur clé. Actuellement, les appartements abordables dont le prix est inférieur à 25 millions de dong le mètre carré sont rares. Selon Savos Vietnam, 42% des logements ont un prix supérieur à 4 milliards de dong. 55% se situent entre 2 et 4 milliards de dong et seulement 3% ont un prix inférieur à 2 milliards de dong. Les gens sont désormais plus préoccupés par des prix abordables et la pénurie de logements. Ils attendent également les prochaines modifications réglementaires qui devraient résoudre les problèmes d'approvisionnement et les déséquilibres du marché. La nouvelle loi impose des contrôles plus stricts. Les prometteurs immobiliers ne sont autorisés à percevoir auprès des clients qu'un montant d'acompte ne dépassant pas 5% du futur prix de vente de la maison. Ils doivent mobiliser le financement restant auprès de sources légales pour mener à bien le projet. Cela permet d'éviter que le projet soit en retard ou que les fonds soient utilisés à de mauvaises fins. 2024 est l'année où le chiffre d'affaires des exportations de fruits et légumes connaîtra un très fort taux de croissance. Les exportations de fruits et légumes en 7 mois ont atteint plus de 3,8 milliards de dollars. Parmi les fruits les plus exportés, le durian et la mangue. Les entreprises, notamment dans la région du delta du Mekong, profitent des opportunités pour promouvoir l'exportation de ces deux groupes de fruits potentiels.
Depuis fin 2023, les prix du durian n'ont cessé d'augmenter, atteignant un niveau record de 160 000 dong le kilo. En particulier, la production de durian exportée vers la Chine, premier marché d'importation de produits agricoles vietnamiens, a doublé au cours des premiers mois de l'année. Actuellement, les entreprises exportatrices de durian se concentrent sur l'exploitation du potentiel de ce fruit. Nous prévoyons qu'en 2024, le protocole entre le Vietnam et la Chine poursuivra les négociations en vue de la publication d'un code pour les produits surgelés. Nous voulons pénétrer ce marché de 1,4 milliard d'habitants et nous développer sur de grands marchés. La mangue est également un produit d'exportation important, atteignant un chiffre d'affaires d'environ 370 millions de dollars par an. Une série d'expéditions de mangue exportées récemment vers des marchés exigeants, tels que les États-Unis, l'Australie et la République de Corée, est un signe positif. L'envoi de 18 tonnes de mangue acacia vers le marché coréen a ouvert des opportunités pour l'exportation officielle de mangue, contribuant ainsi à stabiliser la production et à augmenter la valeur du produit. Ce lot de mangues exportées a contribué à l'amélioration et à la motivation des agriculteurs à produire des produits de qualité. Les produits de qualité conquéreront de nouveaux marchés. Ce lot de mangues acacia exporté vers le marché coréen fait partie d'une série d'événements que l'industrie agricole locale a mis en place avec les entreprises pour déployer une chaîne de maillons. Le projet aide les agriculteurs à convertir la structure des cultures, à restructurer efficacement l'agriculture et, en même temps, à aider les entreprises à disposer de zones matérielles favorables à l'exportation. Selon les experts, même si le monde connaît des fluctuations, il existe aussi des opportunités pour les entreprises et les industries. La situation des exportations agricoles dans le delta du Mekong est positive car les entreprises ont bien saisi l'opportunité d'accroître leurs investissements et leur capacité de transformation et d'améliorer la qualité des produits agricoles exportés. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le ministère des Affaires étrangères avertit les citoyens vietnamiens de ne pas se rendre au Liban, en Iran et en Israël. Pour le moment, les citoyens vietnamiens au Liban seront appelés à se déplacer rapidement vers un pays tiers, même à se rapatrier si possible. Le ministère des Affaires étrangères recommande également aux citoyens vietnamiens dans les pays du Moyen-Orient de suivre de près les recommandations, les réglementations et les instructions de sécurité du gouvernement hôte. En cas de besoin, les citoyens vietnamiens peuvent contacter les numéros d'assistance des ambassades vietnamiennes en Égypte, en Iran, en Israël et dans les pays voisins. Les crues et les inondations survenues depuis quelques jours provoquent de graves dégâts dans les provinces montagneuses du Nord, notamment à Sơn La. La province de Sơn La recense à elle seule 13 morts et 2600 maisons endommagées par les crues. Depuis le début de cette année, 104 personnes sont mortes ou ont disparu dans l'ensemble du pays, principalement en raison des glissements de terrain et des inondations. Selon les prévisions, le phénomène La Nina devrait toucher le Vietnam à partir du mois d'août et entraîner de violentes tempêtes, des pluies torrentielles, des crues soudaines, des glissements de terrain et une insécurité des réservoirs. Face à cette réalité, le Premier ministre Phạm Minh Chính a publié le 4 août une dépêche officielle exigeant des mesures proactives pour prévenir, contrôler et traiter les séquences des catastrophes naturelles.
La ville de Hanoï a récemment préparé un dossier proposant au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de reconnaître l'art d'aromatisation du thé au lotus du lac de l'Ouest comme patrimoine culturel immatériel national. Ce sera l'occasion de préserver des espèces rares de fleurs de lotus ainsi que le métier d'aromatiser du thé au lotus. Et dans le reportage suivant, découvrons comment les artisans préservent la quintessence de Hanoï. Madame Nguyễn Thị Dân a 101 ans cette année. Elle est la personne la plus âgée du village de Quảng An. Cette femme est considérée comme le témoin historique du métier d'aromaticien du thé de lotus du lac de l'Ouest. Chaque année, lorsque la saison du lotus arrive, de juin à août, sa famille se réunit pour préparer ce thé. Je vends des fleurs de lotus depuis l'âge de 20 ans. Je le faisais pendant la guerre de résistance contre les Français et les Américains. Je suis la seule à vivre dans ce métier. Pour faire 1 kilogramme de thé, il faut récolter 100 lotus. Il faut des mois pour que le thé absorbe tout le parfum des lotus. Hanoï a étendu les zones de culture du lotus Bạch Diệp. La capitale a établi un dossier pour la fabrication du thé au lotus du lac de l'Ouest en tant que patrimoine culturel immatériel national. Le dossier comprend des documents sur la valeur du lotus Bạch Diệp, le processus de fabrication du thé, ainsi que de nombreuses recherches historiques, des entretiens avec des artisans et des conclusions d'enquête sur le potentiel de conservation et de développement de la fabrication de ce thé. Lorsque la fabrication du thé au lotus du lac de l'Ouest sera reconnue comme patrimoine culturel immatériel national, les artisans apprécieront davantage les valeurs laissées par leurs ancêtres. C'est aussi une belle tradition préservée dans la vie moderne. L'arrondissement de Tây Hồ compte actuellement 18 petits lacs d'une superficie d'environ 20 hectares où l'on peut cultiver des lotus, mais l'urbanisation rapide et la pollution ont entraîné une diminution de la surface disponible pour la culture de cette fleur. La reconnaissance de la fabrication du thé au lotus de Tây Hồ comme patrimoine culturel immatériel national contribue à préserver le métier traditionnel à Hanoï. Parmi les nombreux types de musique folklorique, le chant du sầm est considéré comme la forme d'art la plus purement vietnamienne. De plus en plus de jeunes se passionnent pour le chant du sầm. Ils font revivre le sầm de manière unique en organisant des spectacles de sầm comme activité de divertissement professionnel à Hanoï. Pour de nombreux étudiants, c'est la première fois qu'ils écoutent du chant sầm. Ils écoutent des chansons et font des quiz basés sur les paroles. Ils apprennent également à jouer du violon vietnamien à 2 accords et s'entraînent à garder le rythme. Je trouve cette forme d'art très intéressante car je n'ai jamais entendu le chant du sầm. De nos jours, les parents sont prêts à payer pour que leurs enfants s'amusent et expérimentent de nouvelles activités. Ce spectacle de sầm a été enregistré pour maintenir un calendrier de représentation hebdomadaire régulier. Cela signifie qu'il a commencé à concurrencer d'autres clubs d'été. Au début, les parents hésitaient, car ils ne savaient pas si cela plairait à leurs enfants. Mais après notre introduction, ils sont devenus plus disposés à dépenser de l'argent pour que leurs enfants essaient quelque chose de nouveau. Le chant sầm suit également les touristes dans les bus autour de Hanoï, devenant un nouveau service culturel nocturne dans la capitale, tout en créant une source de revenus stable pour les jeunes artistes. Nous concevons un voyage expérientiel pour le public. Il existe une formule, et nos artistes sont désormais des conteurs, pas seulement des interprètes. Au milieu des bruits animés des rues, les sons du sầm résonnent toujours auprès des jeunes. Grâce à leur passion, leur dévouement et leur professionnalisme, le chant sầm continue de prospérer dans la vie contemporaine.
Andrea Toffo est une experte allemande en restauration de vestiges. Depuis plus de 20 ans, elle participe à la restauration du patrimoine de Hue et pour Andrea, Hue est devenue sa deuxième ville natale. La préservation de ces sites classés au patrimoine mondial nécessite un effort commun. Nous faisons sa connaissance. Minutieuse, prudente et passionnée, désireuse de percer des secrets et de retrouver la beauté ancienne. Plus de 20 ans d'attachement et de dévouement au patrimoine de Hue, Andrea Toffo, l'experte allemande en conservation, est affectueusement appelée Bobo par ses amis et ses collègues. Je suis arrivée au Vietnam pour la première fois en 2003. En fait, ce voyage n'était prévu que pour 3 mois, mais ce qui était inattendu, c'est que je suis tombée amoureuse du Vietnam. Les travaux de restauration du patrimoine sont une combinaison de sciences, d'art et d'artisanat. La portée du travail est très large. Je me spécialise non seulement dans la restauration de peintures murales, mais également dans le plâtre. Je restaure des peintures murales, mais aussi des mosaïques. Je peux faire beaucoup de choses, donc mon travail est toujours nouveau et me donne toujours l'opportunité d'explorer. Je ne m'ennuie jamais. J'aime aussi rechercher de nouvelles choses. Par exemple, nous avons trouvé de vieux carrelages de la citadelle. Des études plus approfondies m'ont fait découvrir des choses extrêmement intéressantes sur ces carrelages, car les Vietnamiens essayaient autrefois de produire eux-mêmes des briques à la française, au lieu de les importer de France. Ceci est incroyable. Andrea Toffo a été la première experte allemande à venir restaurer des vestiges de Hue. Son premier projet fut de restaurer 6 fresques anciennes du palais Andi. Le projet de préservation et de restauration des peintures murales du palais Andi a été parrainé par l'ambassade d'Allemagne au Vietnam. Ces peintures murales, fortes de la combinaison de styles vietnamien et occidental, ont immédiatement attiré l'experte allemande. Andrea a décidé de rester à Hue pour restaurer ces précieuses œuvres. Andrea et ses collègues ont passé 4 ans à faire revivre les fresques murales du palais. En travaillant avec elle, j'ai appris de nombreuses techniques de restauration des peintures murales européennes. Nous avons méticuleusement retiré, nettoyé et réparé chaque couche de base et de couleur. Andrea a apporté des contributions significatives à ce travail. Elle a fait revivre la beauté des peintures sur les murs et sur les plafonds du palais Andin. Un palais très beau et précieux. Après le projet de restauration du palais Andi, Andrea et ses collègues ont réussi la restauration de nombreux autres palais et monuments endommagés de Hue. Le palais Phu Tien est l'un des 5 temples et sanctuaires importants de la dynastie des Nguyen. Ce fut le lieu de culte des rois et des reines de la dynastie où les femmes royales étaient autorisées à assister aux cérémonies rituelles. Après les hauts et les bas de l'histoire, le palais a été détruit, ne laissant que les fondations, les portes, le système de murs d'enceinte et le paravent. Andrea et les experts du Centre de conservation des monuments de Hue ont appelé à un financement pour préserver et restaurer les œuvres restantes du palais. Des équipements modernes ont été utilisés, tels que la technologie de lavage à haute pression en vapeur chaude. Cette technologie permet de réchauffer la température jusqu'à 100 degrés pour nettoyer les poudres et la moisissure sur la surface et à l'intérieur du mur, en vue de la réalisation de la technique fresco. Nous utilisons la technique fresco, car c'est la reine des techniques de peinture murale. Deuxièmement, nous nous efforçons de conserver intacte la technique et la méthode traditionnelle utilisée par les artisans vietnamiens. Nous avons fait des recherches minutieuses pour préserver les matériaux d'origine, sans devoir les remplacer. La plus grande préoccupation d'Andrea est que le palais Phu Tien a été gravement endommagé par le temps et la guerre, de sorte que beaucoup de gens ne connaissent pas pleinement la beauté et la valeur de ce monument. Elle a donc décidé de recourir à la technique de restauration virtuelle.
Bobo m'a demandé de recréer le palais Phung Thien en 3D à partir de photos anciennes. De plus, nous les avons utilisés pour stocker des informations et faire la promotion du vestige. Une combinaison entre technologie et tradition nous aide à mieux transmettre les informations aux jeunes. Outre les projets de restauration, Andrea profite de toutes les occasions pour transmettre ses expériences et former l'équipe de restaurateurs du patrimoine de Hue. De 2020 à aujourd'hui, en collaboration avec le centre, Andrea a formé une cinquantaine de jeunes experts et organisé des cours sur la préservation patrimoniale pour plus de 200 étudiants. Nous la considérons comme une grande amie. Dans le travail, Andrea est très sérieuse, très enthousiaste, très sincère. Elle accorde une grande importance aux activités d'éducation vis-à-vis des jeunes, pour qu'ils aiment mieux le patrimoine culturel de leur terre natale. Ayant un attachement particulier pour le patrimoine de Hue, Andrea a apporté de nombreuses contributions significatives à la conservation et à la promotion des vestiges historiques et architecturaux de la ville impériale. Elle espère toujours que la jeune génération continuera à apprécier les valeurs historiques et patrimoniales du Vietnam. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.